Bonjour. Oui, madame. Va bien. Bonjour. Alors, nous allons faire aujourd'hui le cours sur les accès concurrents, comme c'est indiqué dans la fenêtre qui est partagée. Alors, un des objectifs du SGBD, des choses qu'on attend du SGBD, c'est de pouvoir partager la base de données entre plusieurs utilisateurs, entre plusieurs programmes d'application. Et donc, on a besoin de gérer les accès concurrents. Les accès concurrents, c'est-à-dire c'est des accès qui veulent se faire en même temps sur la base de données. D'où il y a possibilité de conflit, et donc on doit pouvoir gérer ce type de conflit. Donc c'est le rôle du module qui se charge des accès concurrents. Donc ce chapitre concerne donc les accès concurrents. Donc nous allons commencer notre chapitre. Alors, pardon. Madame, s'il vous plaît, Oui, vous enregistrez la séance. je vais essayer de le faire, Inch'Allah. Parce qu'avec le problème, c'est que le fait que les gens qui se connectent à chaque fois, euh, je vous explique le problème. C'est-à-dire avec Google Meet, je n'arrive pas à l'enregistrer automatiquement. Donc, je dois utiliser un outil. Et l'outil, à chaque fois, il faut avoir l'écran. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire à chaque fois Oui, que oui, فهمتك, madame. Donc, qui vous l'accès, quittez à chaque fois, je l'application, il bascule. passe les cours. Quand je Ouais, bascule, ouais. bon, je vais essayer de faire. Je vais essayer ça veut dire que j'aurai à retravailler la vidéo après. D'accord, je vais le faire et Inch'Allah, je vais vous Sinon, préparer. madame, je crois pour les invitations, si vous envoyez directement depuis le mail, normalement, vous n'avez pas besoin d'accepter. Parce que vous avez fait quoi? Vous Non, avez copié le non, lien de la écoutez, réunion? maintenant, Oui. il y a des gens qui autorisent. Moi, je vous ai envoyé le mail enfin, l'invitation dans un mail. J'aurais pu c'est-à-dire, l'idéal, c'est de vous inviter directement à partir de Meet. Mais le problème, c'est que j'insère à chaque fois il accepte 10 mails à chaque fois. C'est-à-dire, à chaque fois, je dois faire copier-coller comme j'ai fait la dernière fois. Vous comprenez? C'est-à-dire, je Ouais, n'arrive pas à coller toute la liste en une seule fois. Donc, à chaque fois, je le fais par 10, lazim. Et donc, pour gagner du temps, j'ai envoyé juste le mail directement dans un mail. Je ne sais pas si Madame, vous comprenez. madame, C'est-à-dire, il y a la possibilité d'inviter directement, madame, d'inviter directement, de vous inviter directement ici, directement. Mais là, je dois insérer les mails 10 par 10. Et ça me fait. Enfin, c'est oui, je pas bien. comprends, madame. madame, il y a une extension fligrante pour accéder Oui? directement. Madame, il Vous y a, répétez, Ms. Matek? Oui? madame, il y a une extension fligrante. Elle accepte directement le. Ah, oui, Spat BH, mais je ne l'ai pas encore. D'accord. La prochaine fois, Madame, je vais essayer. le lien là, après, vous allez, si vous voulez. La prochaine fois, je vais essayer avec l'extension Smart BH, mais je ne l'ai pas. Ok. D'accord, donc on avance dans notre cours. Donc, Madame, excusez-moi, oui. si vous voulez, vous pouvez record tout votre screen ou là, je peux m'en occuper personnellement, si vous voulez. Non, je partage une fenêtre, pas l'écran. Oui, Justement pour justement, si vous voulez, faites gars à l'écran, là, je fais le découpage. Si vous n'avez pas une photo de personnel si, fond d'écran. je sais le faire. Je sais le faire, le découpage. Je ne sais pas si ça va être clair. Parce que l'écran là, il est vraiment petit. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire l'écran là, hein, quand tout est affiché comme ça, il est petit. C'est-à-dire, je ne sais pas Ouais, si le t'as la découpage fait résolution. la qualité que je trouve après. Vous comprenez? Ouais, ouais, ouais. Sinon, le découpage, je sais le faire. Ah, c'est d'accord.
c'est-à-dire de préférence, تكون la fenêtre complète في l'écran, ce sera beaucoup mieux pour l'enregistrement. Bon, je pense que la plupart sont là. Je pense pas qu'on aura beaucoup de coupures. On verra. Voilà. Alors, on continue. Donc, je vous ai dit qu'un des objectifs donc, des SGBD, c'est la partageabilité des données. C'est-à-dire la base de données doit être partagée entre plusieurs utilisateurs, voire plusieurs programmes d'application. Alors, deux problèmes peuvent se découler de ça. Premièrement, donc les utilisateurs doivent accéder en même temps à la base de données. Donc, on risque d'avoir deux utilisateurs qui veulent lire la même chose ou modifier la même chose. On vous donne ici un exemple dans un système de réservation de places d'avion. Nous avons qu'il y a plusieurs, par exemple, une compagnie aérienne, elle peut avoir plusieurs points de vente, plusieurs agences dans lesquelles les gens peuvent réserver des places. Et donc, si ce genre d'opérations se font sans aucun contrôle, il y a le risque de vendre le même billet, la même place, le même numéro de siège à deux clients différents. C'est-à-dire si on vend ces billets dans deux endroits différents. Donc, on doit éviter ce genre de situation. Deuxième problème, alors le deuxième problème, on peut avoir des pannes. Les pannes, ce sont par exemple une panne de disque, une panne au niveau du serveur, parce que si la base de données elle est partagée, ça veut dire qu'elle est localisée dans un serveur central et plusieurs applications se connectent à ce serveur. Donc, s'il y a une panne au niveau du serveur, ça pose problème. C'est tout le monde qui est bloqué. Et donc, ces pannes-là, on doit les prendre en charge. Alors, pour la gestion des accès concurrents, un concept qui est très important dans ce cas, c'est le concept de transaction. On va voir ce que c'est qu'une transaction. On va parler des 4 propriétés qui doivent être toujours respectées et des mécanismes qu'on utilise pour gérer ces conflits et ces accès concurrents. Alors, on va commencer par la notion de transaction. C'est la notion principale dans ce contexte. Alors, une transaction, comment on peut la définir tout simplement? C'est une unité de traitement séquentiel exécutée pour le compte d'un utilisateur. Donc, qui dit une transaction, dit un seul utilisateur. Elle appartient à un seul utilisateur. C'est une séquence de traitement séquentiel. D'accord? Alors, traitement séquentiel, dans notre cas, ça peut être, par exemple, des instructions SQL. L'utilisateur est connecté. L'utilisateur est connecté à la base de données. L'utilisateur est connecté à la base de données et donc, il peut faire plusieurs opérations. Un ensemble d'opérations qui s'exécutent séquentiellement pour cet utilisateur, on l'appelle transaction. On verra après comment délimiter les différentes transactions. Ou bien, on dit que c'est une suite finie d'actions ou d'opérations qui portent sur les objets de la base de données. Une caractéristique des transactions, c'est le fait qu'elle prend la base de données, c'est-à-dire si la base de données avant la transaction, elle est dans un état cohérent, après l'exécution de la transaction, la base de données, même si elle change d'état, mais elle doit rester dans un état cohérent. Alors, un exemple ici, un petit exemple classique, un exemple classique qu'on donne pour la gestion des... Alors, on vous dit soit la relation compte. Bon, j'ai simplifié la relation, juste le numéro du compte, le code du client et le solde, la somme d'argent qu'on a dans ce compte. Donc, c'est un compte bancaire. D'accord? J'ai simplifié la relation. Alors, ce compte, il est identifié par le numéro. C'est la clé primaire. Ce compte concerne un client, c'est le code E.
Et on a une certaine somme d'argent dans ce compte qui s'appelle solde. On considère l'opération qui consiste à faire un retrait. On va retirer, par exemple, on va retirer 1000 dinars du compte numéro 130. Comment je vais faire ça? On va faire ça avec une opération update. Update, compte, set, solde égale solde moins 1000, pardon, where num_c égale 130. Alors, pour modéliser ça, parce que quand on parle de transaction, on va utiliser une écriture, un modèle. On ne va pas faire on va pas écrire les updates, les opérations SQL. On va parler de lecture et d'écriture. D'accord? Donc, toutes les opérations vont être traduites sous forme d'opérations de lecture et d'écriture. Donc, ici, pour la transaction, je vais dire, je vais lire le solde d'un compte. D'accord? Je vais faire un read sur le compte C. Je fais une opération interne qui consiste à faire, donc j'ai récupéré le solde dans une variable X. Je fais mon opération, ici c'est X moins 1000. Le résultat, je vais l'écrire dans le compte. Donc, c'est ça, vous allez voir après, la convention que je vais utiliser, qu'on va utiliser pour écrire les transactions, c'est une suite d'opérations d'écriture et de lecture, ou de lecture et écriture. Là, j'ai donné un autre exemple. Donc, tout à l'heure, c'était un retrait. Maintenant, on se considère le transfert entre deux comptes. Donc, j'ai deux comptes. Je veux transférer une somme d'argent d'un compte vers un autre compte. D'accord? Donc, ça veut dire que si je vais transférer 1000 dinars du compte 200 vers le compte 530, donc ça veut dire le compte 200, je vais lui enlever 1000 dinars. Le compte 530, je vais lui ajouter 1000 dinars. Donc, comment écrivez ça au niveau des transactions? Donc, je vais appeler C1 le premier compte, C2 le deuxième compte. D'accord? Et donc, je vais lire le premier compte, je vais lui enlever 1000, écrire le résultat. Je vais lire le deuxième compte, lui ajouter 1000 et écrire le résultat. Donc là, c'est une façon d'écrire cette opération donc sous forme de transaction. Ajouter un nouveau compte. Il s'agit de faire une opération insert into dans un compte. J'ajoute un tuple dans la relation compte. Et donc, ici, ça va se transformer par une opération write. D'accord? J'écris directement write C. Les ordres select peuvent se traduire par seulement des reads. Parce que le select, on est en train d'interroger la base de données, on est en train de récupérer des informations à partir de la base de données. Donc, c'est des lectures simples. D'accord? Donc, si c'est un insert, c'est directement write. Si c'est un select, c'est directement un read. D'accord? Donc là, je vous ai montré à peu près comment je traduis les opérations qu'on fait en SQL sous forme d'opérations de lecture-écriture sur nos transactions. Donc, une transaction, c'est une séquence d'actions de lecture et d'écriture sur les objets de la base de données qu'elle va réaliser. Donc ça, c'est une définition simple de la transaction. Donc là, je suis en train de réécrire un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais en simplifiant. Ça veut dire que l'opération de retrait, finalement, si je simplifie son écriture, je vais dire début de transaction, je lis un compte, je modifie un compte, fin de transaction. L'opération de transfert, donc j'ai un début de transaction. Transfert, ça veut dire que je vais faire un transfert d'un compte vers un compte. Donc, je lis le premier compte, je le modifie. Je lis le deuxième compte, je le modifie. Et c'est la fin de la transaction. Alors, quelles sont les opérations que vous pouvez écrire dans une transaction? En fin de compte, c'est quoi? Nous avons le début d'une transaction, la fin d'une transaction, la lecture, l'écriture, l'annulation, la validation. C'est ça, c'est les seules opérations que vous pouvez
écrire au niveau d'une transaction. Alors, le début, il s'agit c'est-à-dire où est-ce que commence une transaction. On n'a pas forcément un début explicite dans la transaction. Généralement, par exemple, si vous êtes dans SQL+, le fait de vous connecter et de commencer une nouvelle session, il y a une nouvelle transaction qui débute. Ou bien quand une transaction se termine, juste après, il y a le début d'une autre transaction qui commence. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément un début explicite, c'est-à-dire pour dire voilà le début d'une transaction. Le fait de commencer une session, il y a une transaction qui se lance automatiquement. Le fait de terminer une transaction, la première opération que vous exécutez après, c'est une autre transaction qui commence. Est-ce que vous comprenez cette idée du début? Bon, il y a votre camarade qui pose une question. Elle me dit où est-ce qu'on écrit ces transactions? Et non, et vous êtes en train de les faire. C'est le fait d'exécuter les opérations. Ce que vous êtes en train de faire, par exemple, dans les TP que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça se traduit par des transactions. D'accord? Tout ce que vous êtes en train d'écrire, c'est des transactions. Maintenant, les transactions ont un sens quand vous êtes en train de travailler dans un contexte distribué, dans un contexte où où c'est plusieurs utilisateurs qui se connectent à la base de données. Là, on voit, parce que quand vous êtes seul sur la base de données, il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire que le TP, si vous êtes en train de faire votre TP sur votre machine, et vous êtes seul à travailler sur votre machine, là, il n'y a pas de conflit. La notion de transaction, elle a plus de sens, c'est-à-dire que toutes les transactions que vous allez faire vont s'exécuter correctement sans aucun problème, quand vous êtes seul. Mais le problème se pose quand vous êtes plusieurs et vous êtes tous en train de partager une base de données. Et là, la notion de transaction, elle est importante parce que là, il y a des conflits d'accès et donc, on doit gérer ces conflits. D'accord? Donc, j'ai dit le début, le fait de commencer. Quand vous commencez, ça y est, une transaction a commencé. La fin d'une transaction, généralement, vous avez exécuté un commit, un ordre Madame, de... Oui? l'avantage des transactions, c'est quand, par exemple, un utilisateur change une valeur, la valeur va être changée dans tous les comptes d'autres utilisateurs. C'est ça. Euh, vous répétez, vous avez dit quelqu'un change une valeur ensuite? La valeur va être changée dans tous les comptes d'autres utilisateurs. Et voilà, maintenant on va voir à quel moment les utilisateurs vont voir la modification qui est effectuée avec par un autre. Justement, tout est là. C'est-à-dire que vous avez vu le problème que j'ai posé tout à l'heure, le cas de réservation de billets d'avion. Si par exemple vous avez plusieurs agences qui vendent les billets, comment les différentes agences travaillent sur la même base de données, comment il n'y a pas la vente du même billet? Comment contrôler ça? C'est ça. On va voir après, pour comprendre tout ça, on va voir les problèmes qu'on a si on travaille sans contrôle de données, sans contrôle d'accès. Ensuite, les protocoles qu'on utilise justement pour faire ça. D'accord? C'est ça le but justement de ce cours, de ce chapitre. D'accord? Donc, alors, il y a l'opération, je vais descendre un peu, je parle de l'annulation et de la validation. Bon, on a parlé tout à l'heure de la lecture et d'écriture. Lecture, ça veut dire je lis quelque chose de la base de données et je stocke ce que je viens de lire dans l'espace de travail de la transaction, dans des variables locales, par exemple. C'est ce que comme j'ai fait tout à l'heure dans l'exemple, je récupère des informations à partir de la base de données, je mets ces informations dans des variables locales à la transaction. Parce que chaque transaction, elle a son espace de travail, donc des variables, etc. L'opération inverse, c'est l'écriture. J'ai fait un traitement au niveau de ma transaction et je veux sauvegarder ce résultat dans ma base de données, c'est l'écriture. C'est l'opération écrire. D'accord? Donc, je récupère à partir
des variables locales vers les objets de la base de données. C'est l'écriture. Annuler, on appelle ça le rollback. C'est j'ai fait un traitement, je change d'avis, je me rends compte que j'ai fait des erreurs, je veux annuler. Je peux annuler une transaction, les opérations qui ont été effectuées par la transaction. C'est le rollback. Et le commit permet de valider les opérations, les mises à jour quand ils sont effectuées par la transaction. Donc, je les valide par commit. Alors, la fin d'une transaction, comment terminer une transaction? Soit, si j'exécute un commit ou un rollback, c'est-à-dire si je valide ou annule une transaction, automatiquement, la transaction est terminée. C'est-à-dire ça indique automatiquement la fin d'une transaction. D'accord? Le fait d'exécuter un commit ou un rollback, c'est-à-dire une validation ou une annulation, ça indique automatiquement la fin d'une transaction. Le fait de se déconnecter avec disconnect, par exemple, c'est la fin de la transaction en cours. Le fait de fermer une session, d'accord? Aussi, ça indique la fin d'une transaction. D'accord? Donc, il y a plusieurs opérations. On va voir après toutes les opérations qui indiquent la fin d'une transaction. Il y a, en fin de compte, en général, à l'intérieur d'une transaction, par exemple, enfin, je vais après avec les TP, vous allez voir ça en détail. Mais je peux vous dire quelque chose maintenant. Par exemple, les opérations qu'on fait dans une transaction, c'est les opérations en général, c'est les opérations de mise à jour. Parce que c'est ça le problème, c'est quand on met à jour une base de données, les conflits qu'on risque d'avoir. Alors, les opérations DDL ou LDD, langage de description de données, ou les opérations du code de contrôle de données, c'est-à-dire LDD, on en a déjà parlé avant, c'est le create. Tout ce qui est create, tout ce qui est alter. Là, ça ne fait pas partie d'une transaction. D'accord? On ne peut pas mettre dans une transaction des create ou des alter ou des... comment vous dire? C'est-à-dire que quand vous avez un create table, par exemple, automatiquement, vous avez des opérations avant. Automatiquement, ce create va, comment dire, indiquer la fin d'une transaction. Parce que le create, pardon, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'entrer. OK. Bon, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Ben, j'ai dit des... Alors, je reprends cette notion parce que j'ai dit terminer une transaction. Donc, c'est la fin d'une transaction. Elle est indiquée soit par une déconnexion, soit par un ordre de validation, le commit, un ordre d'annulation, le rollback, ou bien je commence une opération de LDD, par exemple un create, un alter. D'accord? Quand je commence un create, le create contient un commit implicite. C'est-à-dire, si vous faites create table, elle s'exécute correctement, cette opération, elle contient automatiquement un commit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire commit pour la valider. Elle est validée automatiquement. Et donc, puisqu'elle est validée automatiquement, elle valide en même temps toute la transaction qui était avant, toutes les opérations qui étaient avant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On verra après avec des exemples. Là, et donc, ça indique la fin d'une transaction. C'est pour vous dire que le début et la fin, ce n'est pas forcément des mots explicites qui indiquent le begin d'une transaction, le end d'une transaction. Non. C'est-à-dire, c'est le système qui est en train de délimiter les différentes opérations en un ensemble de transactions. D'accord? Alors, les objets maintenant qui sont manipulés dans une transaction qu'on appelle granules. Pourquoi on parle de granules? Parce que ça dépend du niveau de détail à laquelle on s'intéresse. Je peux m'intéresser, l'objet, c'est toute la relation. Toute la relation, c'est un objet. Ou bien c'est un tuple, ou bien c'est un attribut. Donc, les conflits, c'est-à-dire plus l'objet
Par exemple, si l'objet que je partage est toute la relation, ça veut dire que si, par exemple, à un moment donné, un utilisateur est en train de travailler d'une relation, il va la verrouiller, ça veut dire que toute la relation, elle est verrouillée par rapport aux autres. Ça fait quand même une grande restriction. Par rapport à considérer l'objet, c'est le tuple. C'est-à-dire, je peux verrouiller des tuples au lieu de verrouiller toute la relation. Ou bien au niveau attribut, c'est-à-dire je verrouille un attribut au lieu de verrouiller un tuple. Donc, plus c'est détaillé et moins la restriction, elle est moins. D'accord? Vous avez compris cette notion d'objet, de granule? On va parler rapidement des problèmes qu'on risque d'avoir quand on a des accès concurrents à la base de données. On va voir particulièrement ces problèmes-là. Incohérence due à une panne qui survient, problème de perte de mise à jour, inconsistance de mise à jour, ce qu'on appelle des lectures impropres dues à une mise à jour non validée et ce qu'on appelle aussi les lectures non productives. Donc, on va voir tous ces problèmes-là à travers des exemples. Donc, on va commencer par le problème de panne. Si j'ai une panne, j'ai le risque d'avoir une incohérence et on va donner un exemple. Donc, ici, c'est un exemple. Je vais faire un transfert, comme les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, un transfert d'un compte C1 vers un compte C2. Et j'imagine qu'entre ces deux opérations, j'ai une panne qui se produit. D'accord? Donc, ici, je fais un transfert de C1 vers C2. Supposons que C1, j'ai enlevé, donc je vais faire un transfert de 10 000 dinars de C1 vers C2. J'ai enlevé 10 000 dinars de C1. Et juste après, il y a une panne qui s'est produite. Et donc, cette partie n'a pas été exécutée. Et donc, j'ai enlevé la somme de C1, mais je ne l'ai pas ajoutée dans C2. D'accord? Donc là, il y a eu incohérence due à la panne. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est la perte de mise à jour. Supposons qu'il y a deux transactions, T1 et T2, qui s'exécutent en parallèle. Donc, T1, c'est un utilisateur user 1, T2, c'est l'utilisateur user 2, qui exécute des opérations sur la même base de données. D'accord? Et les deux T1, c'est exactement l'opération de la transaction de tout à l'heure, qui fait un transfert d'une somme de C1 vers C2. Et T2 fait la même chose. C'est une opération de transfert d'une somme de C1 vers C2. Ils font la même chose. D'accord? Les deux transactions font la même chose. Alors, mais vous les pointillés indiquent les instants d'exécution des opérations. D'accord? Donc, la flèche ici, c'est l'axe de temps. Donc, on a commencé, donc il y a une T1, on a fait la lecture de C1. On est en train de travailler, c'est-à-dire dans les variables internes de la transaction. On suppose qu'il y a un traitement. En même temps, il y a une transaction qui s'est lancée, qui a fait la lecture de C1, mais là, l'exécution du transfert est faite d'une autre façon. C'est-à-dire ici, je lis C1, je modifie C1, je lis C2, je modifie C2. Ici, on lit C1, C2, je fais ensuite les deux mises à jour. C'est-à-dire une autre façon de faire la lecture et d'écrire. D'accord? Donc, je fais la lecture du premier compte, la lecture du deuxième compte. Ensuite, je modifie le premier compte. Alors, remarquez qu'est-ce qui se passe. Ici, l'opération sur C1, on a écrit sur C1. On l'a enlevé "-s", on l'a écrit. Donc, on a sauvegardé. Quand T2 va écrire ici, qu'est-ce qui va se passer? T2 va écraser ce qu'a écrit T1. Parce que T2, quand elle a fait la lecture de C1, T1 n'avait pas encore modifié C1. C'était la même valeur. C'est-à-dire T1 et T2 ont lu la même valeur de C1. Est-ce que vous suivez?
T1 et T2 ont lu la même valeur de C1. Donc, ici, C1, quand je lui fais C1 moins S, et j'écris, je sauvegarde, on va écraser l'écriture de T1. Ensuite, c'est T2. Quand T2 va lire ici C2, C2 n'est pas modifié par T2. Donc, ici, c'est la même valeur qu'on est en train de lire. D'accord? Ensuite, la même chose ici, C2 est en train d'écrire. Ensuite, T2 va écraser la mise à jour qui est faite par T1 parce qu'elles ont fait la lecture, c'est-à-dire que T2 est en train de lire avant que T1 ne fasse sa mise à jour. D'accord? Donc, elles sont en train de lire la même valeur. Et donc, l'écriture de T2 écrase l'écriture de T1. Est-ce que vous avez compris le problème ici? Et donc, c'est ce qu'on appelle une perte de mise à jour. On a perdu les mises à jour qui ont été effectuées par T1. Elles ont été écrasées par T2. D'accord? Parce qu'on a fait le traitement sans aucun contrôle. C'est-à-dire là, c'est quand on fait sans aucun contrôle. Mais dans la pratique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On verra après comment on le fait. D'accord? C'est-à-dire là, on vous montre les problèmes qu'on risque d'avoir quand on fait des accès sans aucun contrôle. D'accord? Donc, ici, on a perdu des mises à jour. On dit qu'on a recouvrement de T1 par T2. Parce que c'est T2, les résultats de T2 qui ont écrasé les résultats de T1. Troisième problème, inconsistance de mise à jour. On va voir des contraintes d'intégrité qui ne vont pas être vérifiées. Alors, supposons qu'on a deux transactions, T1 et T2. D'accord? On a une contrainte d'intégrité, donc on a deux éléments de la base de données, grand A et grand B. On a une contrainte d'intégrité qui dit que A est toujours égal à B. Si je considère que T1 fait A égale A plus 1, B égale B plus 1, tout simplement. Ça veut dire que quand j'exécute T1 correctement, la contrainte d'intégrité va rester vérifiée. C'est-à-dire, à la sortie, A sera toujours égal à B, après modification. T2 consiste à multiplier A par 2 et multiplier B par 2. La même chose. T2 est en train de vérifier la contrainte d'intégrité. C'est-à-dire que si j'exécute correctement T2, la contrainte qui dit que A égale B restera toujours vérifiée. Par contre, on va voir si l'exécution se fait sans aucun contrôle. Je vais exécuter T1 et T2. Je vais exécuter T1 et T2 en parallèle. Donc, je suppose que T1, elle va lire A, elle va faire A égale A plus 1, elle va écrire A, lire B, B égale B plus 1, elle va lire le B, fin de la transaction T1. T2, elle va lire A, elle va faire A égale A fois 2, ensuite elle écrit le résultat dans A, lit B, B égale B fois 2, et écrit le résultat dans B. Donc, c'est les deux transactions qu'on vient de faire. Maintenant, supposons que, après avoir que T1, elle a lu le A, elle a modifié le A, elle a sauvegardé le résultat dans la base de données. C'est maintenant, le T2 va lire le A. Donc, T2 a lu la modification de T1. Ensuite, elle multiplie par 2, elle sauvegarde A, mais quand elle lit le B n'a pas encore été modifié par T1. Donc, le B que lit T1 ici, que lit T2 ici, c'est la même valeur. Ensuite, T2 va modifier. Et vous voyez l'écriture ici à ce niveau, ça veut dire qu'il y a une écriture qui va écraser l'autre. Donc, si je suppose que initialement A égale 10, B égale 10, on a dit A égale B, la valeur initiale c'est 10, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'exécute T1, donc A contient 11, d'accord? Il contient 11. Je viens ici, fois 2, donc A contient 22, c'est bon. Mais ici, le B contient le 10. Je vais faire B égale B plus 1 égale 11. Vous voyez, le B égale 10. Ici, B égale 10. On n'a pas encore modifié. Donc, ici, le B, c'est égal 10 fois 2, c'est 20. Ici, B égale B plus 1, c'est 11. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe?
Le 20 ici, quand je sauvegarde, le 20 va être écrasé par le B égale 11. Et donc, on va sortir avec A égale 22, B égale 11. Et c'est une incohérence. La contrainte d'intégrité qui dit A égale B n'est plus vérifiée. D'accord? Et c'est dû à quoi? C'est dû que le T2 est en train de mettre à jour un état transitoire de la base de données qui est incohérent. C'est-à-dire que ici, vous remarquez que ici, à un moment donné, A et B, au niveau de T1, ne sont pas, A et B ne sont pas égaux. Parce que là, j'ai fait plus 1, c'est 11. B n'est pas encore modifié parce que je n'ai pas encore terminé la transaction. La transaction, on a dit une même transaction, elle vérifie les contraintes d'intégrité, c'est-à-dire que si à l'entrée, on a dit tout à l'heure, si vous remarquez au début, j'ai dit qu'une transaction, quand elle a un état cohérent au début, quand je la termine, elle restitue un état cohérent. Mais cette cohérence peut, à l'intérieur, tant que la transaction n'est pas encore terminée, elle peut ne pas être vérifiée à l'intérieur, parce que c'est un état transitoire, intermédiaire. La transaction n'est pas encore terminée. C'est à la fin que la transaction vérifie les contraintes d'intégrité. Et là, T2 est en train de modifier un état transitoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore qui est incohérent parce qu'il est transitoire, il n'est pas encore terminé. D'accord? Alors, votre camarade me dit ce n'est pas 20 plus 1 pour B. Attendez. Vous, à quel niveau? Parce que nous avons T1 et T2. Suivez bien. Nous avons A égale 10, B égale 10 initialement. La première qui s'exécute dans le temps. D'accord? Vous faites des traits comme ça dans le temps. Première opération, lire A, c'est 10. A égale A plus 1, ça devient 11. Écrire A, je sauvegarde le 11 dans A. Donc A a été modifié. C'est la deuxième opération, c'est lire A de T2. Donc A ici, T2 va lire 11. 11 fois 2, c'est 22. Elle sauvegarde le A égale 11, le égale 22. Donc A ici, maintenant est égal à 22. C'est sauvegardé. Quand je fais lire B, B n'a pas encore été modifié, c'est 10. D'accord? Je fais B égale B fois 2. 10 fois 2, c'est 20. Mais je n'ai pas encore sauvegardé. C'est ici que se fait. Ça, c'est un calcul local. D'accord? C'est 20. Ici, B égale 20. Mais quand T1 va faire lire B, elle va lire le 10 parce que B n'a pas encore été modifié par T2. C'est au niveau de écrire qu'on écrit sur la base de données. D'accord? Donc, B n'a pas encore été modifié par T2. Ça veut dire qu'on va lire le 10. 10 plus 1, ça fait 11. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'elle va écrire ici, le B? Elle va écrire le 20 de T2, parce qu'elle a fait 10. 10 fois 2, c'est 20. C'est ici qu'elle va écrire le 20. Mais quand elle va écrire le 20, ce 20 va être écrasé par 10 plus 1, le 11, par le 11 de T1. Pardon. Et c'est comme ça qu'on aura, donc, dans B, un 11 au lieu de... D'accord? D'accord, très bien. Donc, c'est une inconsistance de mise à jour ou bien contrainte d'intégrité non vérifiée. Le quatrième problème, on appelle ça une lecture sale ou bien une mise à jour qui n'a pas été validée. Ça veut dire que supposons que vous avez deux transactions, T1 et T2, qui travaillent sur donc P, ici, on a appelé ça P. Donc, T2 écrit sur un objet. Ensuite, T1 va lire donc, cette mise à jour, elle va la lire. Mais, donc, T1 est en train de travailler avec la valeur de P, mais il se trouve qu'après, T2 a annulé. On a annulé T2, ça veut dire qu'on va annuler cette écriture. Mais déjà, T1, avant d'annuler, T1 a déjà pris la valeur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une lecture sale, c'est-à-dire on a lu une valeur qu'on ne devrait pas lire, puisqu'elle va être annulée. D'accord?
Parce qu'on a lu une mise à jour qui n'a pas été validée. Un autre problème, c'est les lectures non reproductibles. Alors, c'est quoi lecture non reproductible? Vous voyez toujours T1, T2. T1 va lire A, elle va afficher. C'est-à-dire, on veut afficher la valeur de A. Vous voyez qu'après T1, elle fait des traitements, d'accord, mais on ne modifie pas le A. Elle affiche encore une fois le A. Puisque T1 n'a pas fait de mise à jour, logiquement, c'est quand elle va faire lire A, afficher A, logiquement, je suis toujours dans la même transaction, je devrais avoir le même affichage, parce que T1 n'a pas modifié le A. Le problème ici, c'est si T2, entre-temps, T2 a fait une modification de A, donc on a sauvegardé le A ici, on risque d'afficher deux valeurs différentes dans la même transaction, alors que cette transaction n'a rien modifié. D'accord? C'est-à-dire que j'ai dit qu'une transaction, c'est au niveau d'un utilisateur. Ici, c'est user 1, ici, c'est user 2. Donc, je suis au niveau de user 1. User 1 n'a pas modifié A. Il affiche. Une deuxième fois, il trouve autre chose. Et donc, on appelle ça une lecture non reproductible. D'accord? Alors, pour éviter tous ces problèmes, pour éviter la production de tous ces problèmes qu'on vient de citer, on a défini les propriétés d'une transaction. 4 propriétés qu'on appelle les propriétés acides. Madame, vous pouvez répéter le dernier problème, s'il vous plaît. Je répète le dernier problème, oui. Donc, le dernier problème, j'ai dit, vous êtes au niveau d'une transaction, T1. T1, c'est au niveau d'un utilisateur. Un utilisateur, il a ouvert une session, il est en train de travailler. Il lit une valeur, il affiche. Bon, on peut supposer qu'il a fait autre chose en parallèle ici. Ensuite, il lit la même valeur, il affiche. Il est dans sa session de travail. Lui, il n'a pas modifié le A. Donc, logiquement, quand il va réafficher, il va trouver la même chose parce qu'il est dans sa session. Nous, quand on a dit on est en train de faire des accès sans aucun contrôle. Donc, après avoir affiché le A ici, le user 1, un autre utilisateur est en train de lire le même objet, le A, il le modifie et il sauvegarde dans la base de données le résultat. Ça veut dire que le A va modifier de valeur. Le A a une nouvelle valeur ici. Je suis ici au niveau de user 1, il va réafficher, il va avoir une nouvelle valeur, celle qui a été trouvée par user 2. D'accord? Alors que user 1, logiquement, quand on est dans une même session, user 1 n'a rien fait sur le A. Donc normalement, il va trouver la même chose. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il affiche le même objet 2 fois, il va trouver des valeurs différentes alors que lui-même n'a rien modifié. D'accord? Et c'est un problème, c'est-à-dire que normalement, le user 1, tant qu'il n'a pas modifié, pourquoi? C'est-à-dire qu'il a en même temps, comme si qu'il a des valeurs qui se contredisent. D'accord? Supposons que vous faites un select. Vous faites un select A from une base de données, d'accord? Juste après, vous faites le même select. Vous exécutez le même select, ça va vous donner autre chose, alors que vous n'avez rien modifié. Ça va vous paraître pas logique. Est-ce que vous comprenez? Vous faites un select, vous affichez. Vous exécutez le même select, vous l'exécutez, il va vous afficher autre chose. Vous allez trouver ça incohérent, vous allez vous dire que c'est une erreur. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi? Parce que là, on a pris en compte une mise à jour faite par un autre utilisateur dans la même session d'un user 1. Vous comprenez? Donc là, c'est un problème. Oui, d'accord, merci. C'est ça. D'accord, donc on va continuer. Donc ça, alors j'ai dit pour éviter tous ces problèmes, on définit les propriétés d'une transaction, les propriétés que doivent toujours vérifier une transaction. On les appelle les propriétés acides. Acide, A pour atomicité, C pour cohérence, I, isolation, D, durabilité. On va voir ce que veut dire ces 4 propriétés. Atomicité, c'est comme son nom l'indique, c'est par rapport au mot atome. C'est-à-dire qu'on va considérer une transaction comme un tout qui est indivisible. Ça, quand vous exécutez une transaction, c'est un tout
qui est indivisible. Soit toute la transaction, toutes les opérations de la transaction sont exécutées sans problème, puis validées, soit il y a eu un problème et donc toute la transaction est annulée. C'est le tout ou rien. C'est-à-dire soit c'est toute la transaction, soit elle est validée, soit il y a eu un problème et donc j'annule toute la transaction. C'est ce qu'on appelle la propriété d'atomicité. C'est-à-dire c'est le tout ou rien. C'est toute la transaction ou rien. C'est clair pour cette contrôle. Donc, je ne peux pas valider une partie de la transaction. La cohérence, c'est, comme on a dit tout à l'heure, que quand j'exécute une transaction dans un environnement sans panne, la cohérence est préservée. Ça veut dire qu'une transaction, quand elle commence à travailler sur une base de données, si cette base de données elle est dans un état cohérent, si la transaction se termine correctement, la base de données à la fin reste dans un état cohérent. D'accord? Donc, une transaction appliquée à une base de données cohérente restitue une base de données cohérente. C'est-à-dire que la base de données va peut-être être modifiée, mais elle restera toujours cohérente. L'isolation, les actions d'une transaction sont isolées, ça veut dire que les résultats intermédiaires de la transaction, ce qui peut être un état temporairement incohérent, puisqu'elle n'a pas encore terminé, ces résultats intermédiaires sont masqués aux autres transactions. C'est-à-dire, tant que la transaction n'a pas terminé, on ne peut pas revoir, les autres transactions ne peuvent pas voir les résultats de cette transaction. Elle est isolée des autres. La durabilité, si une transaction se termine bien, si elle est validée, on ne peut pas annuler ses résultats. C'est la durabilité. Une transaction qui est validée, on ne peut plus l'annuler. Est-ce que déjà c'est clair pour ces 4 propriétés? Et vous voyez que si je vérifie ces 4 propriétés au niveau de chaque transaction, on n'aura pas le problème de tout à l'heure. Ça veut dire que si je reviens au problème qu'on a vu, le problème 1, vous avez vu tout à l'heure qu'on a dit il y a une panne, j'ai modifié C1, je n'ai pas modifié C2, donc il y a incohérence. C'est quelle propriété ici? La propriété ici, c'est l'atomicité. L'atomicité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est le tout ou rien. Il y a une panne qui s'est produite, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annuler complètement T1 pour régler ce problème. Donc ça, c'est l'atomicité qui va régler ce problème. Le deuxième point, pardon. Le deuxième problème, par exemple, la perte de mise à jour. Alors, j'ai dit atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Voyons quelle est la propriété qui n'a pas été vérifiée ici. Alors, ici, on a fait une écriture, une transaction qui est en train de lire un état intermédiaire. Enfin, là, c'est... voilà, c'est ici. Attendez, c'était quoi le problème ici? Pour me rappeler. Madame, c'est pas l'isolation. L'isolation, on ne peut pas lire les valeurs intermédiaires. Donc ici, je suis en train de lire C1, lire C2. On est en train de travailler. Écrire C1. C'est ici, je pense. Non. C'est pas l'isolation. Alors, atomicité, isolation. Alors, l'atomicité, c'est le tout ou rien. Donc là, L'atomicité, elle est vérifiée. Comment? Je pense que l'atomicité est vérifiée. Oui, et l'atomicité Oui. est vérifiée. Acide, le C, la cohérence. La cohérence
Là, la cohérence, elle n'est pas vérifiée parce qu'ils sont en train de travailler en même temps sur des objets. En même temps, oui. Ils sont en train de travailler en même temps sur des objets. Et donc, la cohérence ne va pas être vérifiée. Hmm. D'accord. C'est ça, c'est ça. Parce que ce n'est pas l'isolation, parce que là, T2 n'est pas en train de prendre des valeurs intermédiaires. Lire C2. C'est la cohérence ici, le problème. Parce que T1 et T2 sont en train de travailler sur les mêmes objets de façon sans aucun contrôle, c'est la cohérence qui va être non vérifiée ici. D'accord? La même chose ici. Ici aussi, la cohérence ne va pas être vérifiée. Et pourquoi? Parce qu'on a lu une mise à jour de T1, c'est un état intermédiaire. Là, ici, il y a la cohérence, il y a aussi l'isolation. L'isolation qui n'est pas vérifiée, puisqu'ici T1 n'a pas été isolé de T2, puisque T2 est en train de lire le résultat intermédiaire, T1 n'est pas encore terminé, on est en train de lire le résultat de T1. D'accord? Madame, Donc ici, oui, madame, oui. comment on peut savoir que c'est un état intermédiaire? Alors, après le écrire. Parce qu'elle n'a pas terminé. Ici, T1 n'a pas terminé. Donc, c'est un état intermédiaire. T1 se termine après l'écriture de B. C'est ça la Donc, fin de T1. il faut qu'elle termine complètement pour qu'on puisse utiliser le A. Oui, c'est ça on a dit. On a dit c'est un tout ou rien. Une transaction, pour voir ses résultats, il faut qu'elle se termine. Ok. Et qu'elle se termine correctement, c'est-à-dire qu'elle se termine avec validation, pour qu'on puisse voir ses résultats. D'accord? Voilà. Donc ici, c'est le problème d'isolation. T1 n'a pas été isolé de T2. T2, elle a fait lire 1, on a pris le résultat de A. C'était ça qui a fait le problème d'incohérence après. D'accord, donc ici, dans ce problème, on a l'incohérence et l'isolation. Lecture sale, c'est la même chose. C'est l'isolation. D'accord? L'isolation, et on a lu un... C'est ça, donc on a lu une valeur temporaire de P, puisqu'après elle va être annulée. Et le dernier, la même chose. Donc toujours problème. Alors, ici, c'est pas l'isolation, puisque oui, c'est l'isolation, puisqu'on va lire la même chose, alors que T1 ici n'a pas encore terminé. D'accord? Isolation plus incohérence. Voilà. D'accord? Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, j'arrive pas à distinguer entre isolation et cohérence. La différence entre les deux. Oui. Isolation, j'ai dit que je ne dois pas voir l'état intermédiaire d'une autre transaction. Et toute transaction, elle est isolée des autres tant qu'elle n'a pas terminé. D'accord? Cohérence, c'est quand la cohérence de la base de données n'est pas vérifiée. Des fois, c'est lié. Des fois, vous allez trouver les deux qui sont, pour certains cas, on a dit isolation et cohérence, qui ne sont pas respectés. D'accord? C'est-à-dire, c'est parce que ça peut que des fois, le fait de ne pas respecter l'isolation va conduire à l'incohérence. Est-ce que vous avez compris? Le fait de ne pas respecter l'isolation, ça a eu comme conséquence l'incohérence, comme on l'a vu dans l'exemple. Madame, ils sont liés, c'est à peu près la même chose. L'autre est une conséquence de l'autre. Mais ce n'est pas la même chose. Cohérence, c'est par rapport aux données. C'est-à-dire qu'on a une contradiction au niveau de données. L'isolation, c'est le fait de voir un état intermédiaire de la base de données. Mais on peut peut-être, elle n'est pas isolée, on va dire qu'il n'y a pas de problème peut-être. D'accord? C'est-à-dire l'incohérence ne va pas se produire forcément, l'incohérence. Je ne sais pas si vous... Merci. D'accord.
toute façon, c'est les quatre. C'est les quatre propriétés qui doivent être tout le temps respectées dans les bases de données relationnelles, au niveau des transactions, pour que les transactions s'effectuent normalement. D'accord? Et on a vu comment les problèmes qu'on a cités, dû au fait que ces propriétés ne sont pas vérifiées, il y a eu les problèmes qu'on a vus. Alors, donc le module qui est chargé au niveau du SGBD de contrôler les accès concurrents s'appelle scheduler, ou le contrôleur ou scheduler. Alors, chaque transaction, qu'est-ce qu'on va faire pour chaque transaction? Elle a un nom, un numéro interne, un identificateur interne, un espace de travail pour cette transaction et un contexte d'exécution formé d'une série de blocs de contrôle. Alors, c'est quoi ça? Alors, c'est quoi le rôle du contrôleur? C'est qu'on reçoit au niveau du SGBD plusieurs transactions qui arrivent en même temps. Alors, on ne va pas faire du séquentiel. Si j'exécute les transactions en séquentiel, il n'y aurait pas de problème de conflit. Donc, on va exécuter les transactions en parallèle. Alors, ce que je veux dire par parallèle, c'est du pseudo-parallélisme finalement. Parce qu'à un moment donné, il y a une seule écriture qui peut se produire sur la base de données. Je ne peux pas écrire plusieurs écritures. Mais le parallélisme, c'est le fait de décortiquer les différentes transactions, c'est-à-dire partager les différentes transactions en des parties, et on les exécute, elles vont évoluer en même temps. On va avoir l'impression qu'il y a du parallélisme, d'accord, puisqu'elles s'exécutent en même temps. Maintenant, le scheduler, le contrôleur, va faire ce que j'appelle le contexte d'exécution, les blocs des différentes transactions à exécuter dans un certain ordre de façon à ce qu'on ait des exécutions de toutes les transactions sans aucun problème. D'accord? Donc, une transaction qui s'exécute, on dit qu'elle peut avoir 3 vies différentes, ou bien c'est une vie sans histoire. Une vie sans histoire, ça veut dire que c'est une transaction qui se termine sans problème et qu'elle est à la fin validée. D'accord? Une vie, on peut avoir une transaction qui est assassinée. Assassinat dans le sens où le système va l'annuler. Vous avez vu, des fois, quand il y a un problème, et pour résoudre ce problème au niveau du système, c'est le système qui décide d'annuler une transaction. Donc, on parle d'assassinat. Ou bien de suicide dans le cas où c'est la transaction elle-même qui s'annule, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui est propriétaire de cette transaction. User 1 est en train d'exécuter une transaction T1. À un moment donné, il voit qu'il s'est trompé, il fait rollback, il fait annuler. Donc, c'est lui-même, c'est la transaction elle-même qui s'annule, c'est un suicide. Ce n'est pas le système qui l'annule. D'accord? Donc, on a une vie sans histoire, assassinat, suicide. Bon, c'est une appellation qu'on appelle comme ça. Donc, soit elle se termine normalement avec validation, et donc ces résultats sont validés. Avec la propriété de durabilité, c'est bon, et ils sont sauvegardés, on ne peut plus l'annuler. Ou bien, il y a un problème, le système annule cette transaction, ou bien c'est la transaction elle-même qui s'annule suite à une anomalie au niveau du traitement, etc. Donc ça, c'est les 3 exécutions possibles d'une transaction. Alors, le scheduler, qu'est-ce qu'il fait? Ou le gestionnaire des transactions. Donc, chaque transaction, on l'initialise, c'est le fait de lui donner un identificateur, il lui associe un espace de travail. Il va contrôler son exécution. Donc, si elle se passe sans problème, elle est validée. Ou bien, s'il y a une exécution anormale, il y a un problème, il va l'annuler. Alors, le deuxième chose que peut faire le gestionnaire, c'est le contrôle des accès concurrents pour synchroniser les transactions qui peuvent être en conflit. Là, on verra ça quand on verra tout à l'heure les protocoles qu'on verra qu'on exécute pendant les accès concurrents. Madame,
Oui, Madame, s'il vous plaît, pour le cas de suicide, oui. si elle découvre une anomalie, par exemple une erreur syntaxique, madame. Euh, je connais au niveau du suicide. Non, mais Oui, c'est forcément une erreur syntaxique. Imaginez-vous, vous avez fait des insertions, des insert into, par exemple. Et à un oui, moment donné, vous vous rendez compte que vous avez mal écrit certaines valeurs et vous voulez annuler ces insertions, ouais, par exemple. Ou bien vous avez fait des updates, bah, dès que vous vous rendez compte que dans l'écriture du update, pendant la partie set heading ou dans le word, vous avez fait une erreur et vous voulez annuler. Vous comprenez? ouais. Madame, donc le suicide, on met un bloc, fait une condition, là, on dit annuler. هذا هو suicide. Le suicide, c'est quand vous-même, on a dit tout à l'heure, l'annulation se fait par l'instruction rollback. Si c'est vous qui exécutez le rollback, c'est l'utilisateur qui exécute le rollback, c'est un suicide parce que Mhm. c'est la transaction elle-même qui s'annule. Si le rollback est exécuté par le système, d'accord? C'est-à-dire l'utilisateur est en train de Oui, d'accord, travailler d'accord. normalement, il a l'assassinat. Le suicide, d'accord? Généralement, Ok. c'est parce que les opérations que vous faites ici, c'est quoi les opérations qui risquent de faire un conflit? C'est les opérations de mise à jour. Les inserts, les updates, d'accord? Vous avez inséré, vous les Oui, modifiez, etc. Donc, c'est là quand comment vous dire? Quand on accède à la même relation. Par exemple, vous voulez modifier quelque chose, un autre utilisateur veut modifier la même relation, on risque d'avoir, si vous travaillez sur les mêmes tuples, c'est-à-dire si je considère, en général vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé de granule, j'ai dit le granule, c'est soit la relation, soit le tuple, soit l'attribut, c'est-à-dire l'objet qui risque d'être en conflit, qui pose le conflit entre les utilisateurs. En général, le plus souvent, en, le granule, c'est le tuple. D'accord, c'est pas la relation pour qu'on ne bloque pas toute la relation, c'est plutôt au niveau tuple. Donc, si plusieurs utilisateurs sont en train de modifier le même tuple, d'accord, là, c'est le problème risque la de se poser. transaction s'annule. Là, il y a un problème, par exemple, un blocage du système, par exemple, pour débloquer le système, le système va annuler une transaction pour débloquer la situation, par exemple. Ça, c'est l'assassinat. Mhm. D'accord, c'est le système qui fait le rollback. Quand je suis à l'intérieur de la transaction, c'est l'utilisateur lui-même, celui qui est en train de faire les opérations, lui-même exécute le rollback, c'est le suicide. D'accord. Ok. Ça vous est arrivé de faire des opérations et vous voulez les modifier. Oui, bien D'accord. sûr. Il y a une façon d'annuler. C'est-à-dire, si vous voulez annuler, vous pouvez annuler. Voilà. Mais on ne Madame, peut pas annuler une transaction qui a été validée. madame, Oui. madame, transaction annulée par le système, je supprimer. Vous répétez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez dit? Qui trouve la transaction annulée par le système? Oui. Est-ce qu'il supprime les Et هذيك on verra après dans les protocoles on verra après le protocole de verrouillage, le protocole d'estampillage, une transaction, quand elle est annulée, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, la même transaction va être relancée. D'accord? C'est-à-dire, on ne va pas la perdre. On ne va pas perdre le traitement. On pourra la relancer après. D'accord? D'accord, madame. Alors, et quand s'il y a un problème, s'il y a une panne qui se produit, le système doit reprendre l'exécution après une panne. Et donc, comment il va faire? Il va annuler les transactions qui étaient en train de s'exécuter juste avant la panne, c'est-à-dire les transactions qui n'ont pas été validées vont être annulées. D'accord? On va faire une reprise. D'accord? Vous voyez ce que le système doit assurer la reprise après panne. Donc, il va refaire le travail des traitements, des transactions, pardon, ayant atteint leur point de confirmation avant la panne.
C'est-à-dire que s'il y a des transactions qui ont été validées, parce qu'on parle de points de confirmation, parce qu'il y a généralement il y a des points, c'est-à-dire à chaque fois, c'est des points où on valide au fur et à mesure les traitements. D'accord? Donc, tout ce qui a été validé vont être refaites, c'est-à-dire on va les réexécuter, parce que le SGBD, généralement, il gère un journal des opérations. Et les opérations qui n'ont pas été validées vont être annulées. D'accord? Quand il y a une panne qui se produit. On va annuler tout ce qui n'a pas été validé. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'il y a un certain contexte d'exécution d'une transaction. Alors, c'est-à-dire que le scheduler, quand il va exécuter les différentes transactions, il va faire ce qu'on appelle un ordonnancement des opérations des différentes transactions. On va parler d'ordonnancement concurrent ou d'ordonnancement séquentiel. Alors, d'abord, définissons ce qu'on veut dire par une exécution correcte. Alors, par définition, une transaction est un programme correct qui préserve les contraintes d'intégrité, la cohérence. D'accord? On a dit par définition, la transaction préserve les contraintes d'intégrité, la cohérence de la base de données. Alors, par conséquent, l'exécution isolée d'une transaction est forcément correcte. L'exécution isolée d'une transaction est forcément correcte. C'est-à-dire, si j'exécute la transaction de façon isolée, complètement, son exécution est correcte. La même chose si j'exécute en série, c'est-à-dire séquentiellement deux transactions. Si j'exécute deux transactions séquentiellement, le résultat est forcément correct. D'accord? Donc, si j'exécute une transaction de façon isolée, le résultat est correct. Si j'exécute deux transactions séquentiellement, ça veut dire complètement la première suivie de complètement la deuxième, le résultat est forcément correct. Quand est-ce que le problème se pose? C'est quand on fait une exécution concurrente. Alors, un ordonnancement représente l'ordre dans lequel les opérations des différentes transactions dans un environnement concurrent sont exécutées. Parce que là, ça veut dire que je ne suis pas en train de faire une exécution séquentielle. Donc, l'ordonnancement, c'est l'ordre dans lequel les différentes opérations des transactions s'exécutent dans un environnement concurrent. Quand on dit un ordonnancement série ou séquentiel, si j'appelle ce qu'on dit un ordonnancement série ou séquentiel de deux transactions, c'est le fait d'exécuter en séquence toutes les opérations de T1 suivies de toutes les opérations de T2. Dans ce cas-là, il n'y a pas de parallélisme. Alors, quand on fait une exécution parallèle, c'est-à-dire je mélange les différentes opérations des différentes transactions, on ne peut pas assurer, on ne peut pas garantir que le résultat à la fin soit correct. Comment reconnaître une exécution correcte si elle donne le même résultat que si je les exécute en séquentiel? Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. مدام Oui? مدام مي هكا ماشي نديرو شغل دوبل خدمة genre C'est-à-dire? la première fois نيكزيكوتيوها نورمال même si يكونوا زوج ومن بعد هذيك نيكزيكوتيوها وحده باش نكومباريو. Non, là, écoutez, non, le système ne va pas faire le double du travail. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. D'abord, le problème, parce que vous avez compris d'abord le problème. C'est-à-dire que si le fait de dire, on a dit que toute transaction, quand elle est exécutée de façon isolée, elle respecte la cohérence, mais le fait d'exécuter les différentes transactions en parallèle, on a dit, on ne garantit pas que le résultat final est correct.
Donc, on doit définir ce qu'on va appeler le critère de correction. Quand est-ce qu'on dit qu'un résultat est correct? Les seuls résultats corrects qu'on peut savoir, c'est quand vous avez plusieurs transactions. Vous avez plusieurs transactions. Le seul résultat, quand est-ce que vous êtes sûr que le résultat est correct, c'est quand les transactions s'exécutent en série, en séquentiel. Là, on est sûr que le résultat est correct. Quel que soit l'ordre, c'est-à-dire, je sais, j'ai T1, T2, T3. J'exécute T1 suivi de T2 suivi de T3, le résultat est correct. J'exécute T2 suivi de T1 suivi de T3, le résultat est peut-être sera différent, mais il sera correct aussi. T3, T1, T2, le résultat est peut-être différent, mais correct. Est-ce que vous comprenez? Le fait d'exécuter séquentiellement les transactions, le résultat est forcément correct. Par contre, quand je fais des exécutions pas séquentielles, je fais une partie de T1 suivi une partie de T3 suivi une partie de T2, ensuite je reprends T1, je reprends T2, je reprends T3. Au fur et à mesure, l'ordonnancement que je fais, ce qu'on appelle l'ordonnancement concurrent, cet ordonnancement, quand je le termine, je ne suis pas sûre que le résultat final est correct. C'est-à-dire, est-ce qu'il va me donner… alors, il va me donner un certain résultat. Comment savoir que le résultat qu'il m'a donné, il est correct ou pas? On doit, s'il me donne un résultat qui correspond à une exécution séquentielle, je vais le considérer correct. S'il va me donner un résultat qui est différent d'une exécution séquentielle, je vais dire qu'il n'est pas correct. Donc ça, c'est le critère pour dire si un résultat est correct ou pas. Maintenant, comment assurer comment savoir si ce résultat correspond à un ordonnancement séquentiel? C'est les protocoles de contrôle qu'on va utiliser qui vont faire ça. D'accord? C'est pas le système ne va pas. Nous, c'est vrai que dans les exercices après, on va déterminer les résultats séquentiels. Par exemple, je vous dis quels sont tous les résultats séquentiels possibles. Ensuite, on va comparer les ordonnancements concurrents à ces résultats séquentiels. C'est un TD, on le fait. Mais le SGBD ne va pas créer les résultats séquentiels, ensuite comparer concurrents aux séquentiels. Ce n'est pas ça qu'il va faire. Il va utiliser des contrôles, des protocoles de contrôle. Ce protocole, quand je l'applique à l'ordonnancement, à l'exécution de l'ordonnancement, il va assurer que cet ordonnancement va se faire comme si, de façon à ce que son résultat soit équivalent à un ordonnancement série. On va voir après, pour le protocole de verrouillage à deux phases, comment il le fait, ou l'estampillage aussi, on va voir comment ça se passe. D'accord, c'est les protocoles de contrôle qu'on va utiliser qui vont faire ça. D'accord, donc, le critère de correction qu'on va imposer ici, c'est le fait de dire qu'une exécution concurrente sera correcte si elle produit les mêmes résultats et les mêmes effets sur la base de données qu'une exécution série des mêmes transactions. On appelle ça une exécution, le critère de oh là là, c'est ce qu'on appelle un ordonnancement sérialisable. D'accord? Un ordonnancement sérialisable, c'est un ordonnancement qui va donner toujours le même résultat qu'une exécution séquentielle. D'accord? C'est-à-dire cet ordonnancement, on va voir après comment ça se passe en voyant les différents protocoles qu'on va voir. C'est bon? Il va donner l'ordonnancement sérialisable, il va donner le même effet qu'une exécution séquentielle. Donc, d'ailleurs, on va dire qu'un ordonnancement, il est sérialisable si et seulement si il est équivalent à un ordonnancement série, c'est-à-dire séquentiel, des mêmes transactions. D'accord? On va voir ça avec les exemples, avec les exercices, on va voir ça. Alors, pour comprendre ça, donc on va voir, donc ici c'est un exemple, pour voir ordonnancement séquentiel, série, parallèle, etc. Donc nous avons deux transactions T1 et T2 qui font des transferts entre trois comptes, C1, C2, C3. T1 transfère une somme de C1 à C2. T2 transfère une somme de C2 à C3.
et on vous donne des valeurs initiales au départ. Et donc, nous proposons 3 ordonnancements des exécutions de T1 et T2. Voyez le premier. On a dit T1 va transférer une somme de C1 vers C2. Donc, je lis C1, je lui enlève 1000, je sauvegarde C1, lis C2, je lui ajoute le 1000 et je sauvegarde C2. Je lis C2, je lui enlève 2000, je sauvegarde C2, je lis C3, je lui ajoute 2000 et j'écris C3. Donc, j'ai transféré 1000 de C1 vers C2. Ensuite, j'ai transféré 2000 de C2 vers C3. D'accord? Alors, si vous respectez les mêmes transactions, T1 et T2, je vais les faire dans un autre ordre ici, dans le B. Alors, dans le B, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va commencer par lire C1 et C2. Il va enlever 1000 de C1 et 2000 de C2. Il va écrire ses résultats. Ensuite, il va lire C2 et C3. Il va leur ajouter les valeurs et il va sauvegarder les résultats. Le troisième exemple, je lis le C1, je lui enlève la somme, je lis le C2, je lui enlève la somme. Ensuite, j'enlève la somme de C2, d'accord? Je vais lire C2, je sauvegarde C2 ici. Attendez, ici c'est un C3. Non? Madame, on est Oui, c'est oui, le... parce que je le lis Ouais. 2 fois. Je le lis Oui. 2 fois. D'accord. Bon, on va reprendre ici ce cas. L'important, c'est que vous remarquez dans le premier ordonnancement, vous remarquez que c'est équivalent à un ordonnancement séquentiel, puisque j'ai complètement T1, ensuite complètement T2. Donc, quand je termine, ce sera un ordonnancement, un résultat correct, parce que je suis en train d'exécuter complètement T1, et quand je termine, j'exécute complètement T2. Alors ici, si j'ai initialement C1 est égal à 10 000, C2, 8 000, C3, 9 000, qu'est-ce qui me reste à la fin? Initialement, on a dit, voilà, donc C1, je lui enlève 1000, ça veut dire qu'elle contient 9 000. C2, vous lui ajoutez 1000, il devient 9 000. Ici, à cette écriture, C2 devient 9 000. Ensuite, 9 000, je lui enlève 2000. À ce niveau, ça devient 7 000. 7 000. Et C3 devient 9 plus 2, 11. D'accord? Donc, pour A, voilà, 9, 7 et 11. Ça, c'est pour le A. Pour le B, remarquez, on a dit C1, c'est 10 000, C2, c'est 8 000, C3, c'est 9 000. Alors, ici, C1 contient 10 000, C2, 8 000. J'enlève, ensuite, je les écris. Ça veut dire C1 va contenir 9 000 et C2, 6 000. Vous êtes d'accord? 9 000 et 6 000. Ensuite, 6 000, je vais lui faire, ça devient 7. Et le C3, c'est le 9 000, ici 9 000, je lui ajoute 2, ça 11. C'est ça exactement, donc 9, 7 et 11, comme on l'a fait pour le A. Donc, le B, on aura 9, 7 et 11. C'est le même résultat que le séquentiel, 9, 7 et 11. D'accord? Donc, le B va avoir donne le même résultat que le A. Par contre, le C, qu'est-ce qui se passe? Alors, je lis C1, je lui fais moins 1000. D'accord? Ça devient 9000. 9000, mais je n'ai pas encore sauvegardé. C2, c'est 8000. Ici, j'ai sauvegardé le 9000 de C1. D'accord? C2, je lui fais, ça devient 6000. Et j'écris le C2 ici, c'est 6000. Ah, j'ai relu le C2 ici. Vous voyez le problème?
j'ai fait une deuxième lecture de C2, mais je n'avais pas encore sauvegardé cette mise à jour. Donc, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire le 8000. D'accord? Donc, ici, je vais écrire 8000. On aura ici 9000. On n'aura pas le 7 comme tout à l'heure. D'accord? Ici, c'est pour voir correctement. Ici, vous voyez? On aura un 9, pas un 7. Tout à l'heure, on avait pour A et B, nous avons trouvé C2 devient 7 à la fin. Ici, pourquoi on n'a pas eu le 7? Parce que ici, quand je vais lire ici, j'ai lu, je n'ai pas encore sauvegardé le résultat de 6000. Je ne l'ai pas mis écrire C2. Donc, je vais lire exactement la même valeur que C2, c'est 8000. D'accord? Je vais lire la même valeur et donc, j'aurai 6000. Je lui ajoute le 1000. Ici, c'est C2, voilà, c'est plus 1, donc 8000 ici. Je vais faire ce 8000 plus 1, ça fera 9000. D'accord? Et je vais écraser cette écriture par 9000. D'accord? Donc là, c'est l'exécution de C. Donc il y a eu une erreur. Le problème ici, parce que je n'avais pas sauvegardé cette écriture. J'ai fait une lecture ici. J'ai inversé deux opérations de lecture et d'écriture ici. Je les ai écrites dans un mauvais ordre. Donc, vous remarquerez que ici, les deux opérations ici c'est une opération de lecture de T1, une opération d'écriture de T2 qui travaillent sur le même objet. Donc, c'est une opération, ces deux opérations qui sont en conflit, qu'on a écrit dans un mauvais ordre. Donc, le premier, c'était du séquentiel. Le deuxième, il n'est pas séquentiel, mais cohérent. Enfin, il a donné la même chose que le séquentiel. Et celui-là, il n'est pas séquentiel et il n'est pas aussi cohérent. Il a donné un faux résultat. D'accord? Donc là, c'est juste un exemple d'exécution, c'est-à-dire comment on mélange les opérations, c'est des types d'ordonnancement. Les LGBD, comment ils mélangent les opérations entre des différentes transactions. Donc là, le système ne va pas faire ce genre d'ordonnancement, il va faire ce genre d'ordonnancement, c'est-à-dire un ordonnancement qui n'est pas séquentiel, mais qui va donner un résultat cohérent. C'est le but qu'on cherche, c'est de faire des ordonnancements concurrents, mais qui donneront des résultats comme les résultats série pour qu'ils soient toujours corrects. Alors, pour pouvoir comprendre cette notion d'ordonnancement, comment le système ordonne les opérations, on va définir ce qu'on appelle les opérations permutables et les opérations conflictuelles. Deux opérations sont permutables parce que le système, finalement, il va permuter des opérations des différentes transactions. D'accord? Donc, deux opérations, quand est-ce qu'elles sont permutables? Si, quand je les exécute dans un ordre, ou bien dans l'ordre inverse, ça donne toujours le même résultat. C'est-à-dire, si j'ai OI et OJ, d'accord? Si j'exécute OI suivi de OJ, ou bien OJ suivi de OI, ça donne toujours la même chose. Ça veut dire que ces deux opérations, je peux les permuter sans problème. D'accord? Donc, un exemple ici, l'opération O1 consiste à faire plus 1 à A et écrire A. O2, elle consiste à faire plus 10 dans A et donc je lis le A, je lui fais plus 1, j'écris le résultat dans A. Je lis le A, je lui fais plus 10, j'écris le résultat dans A. Si j'exécute O1 suivi de O2, ça va faire le A, on va lui ajouter le 1, ensuite on va lui ajouter le 10. Ça veut dire qu'à la fin, on va lui ajouter le 11. Si A est égal à 10 initialement, A égale 10, j'exécute O1, il devient 11. J'exécute O2, on aura 21. Si je commence par O2, donc A égale 10, je commence par O2, 10 plus 10 c'est 20, on aura 20, plus 1, 21, donc on aura toujours le même résultat. O1 et O2 sont permutables. D'accord? Elles sont permutables parce que nous avons ces deux opérations d'addition. D'accord? Je fais plus 1, ensuite je fais plus 10, ou bien je fais plus 10, ensuite plus 1, c'est la même chose.
Par contre, dans cet exemple, O3 et O4 ne sont pas permutables parce que O3 consiste à faire A fois 2. Donc, A, je lis le A dans A1, je lui fais multiplier par 2, je le mets dans A1 et je sauvegarde dans A1. Donc, A1, O3 est en train de multiplier le A par 2. O4 ajoute 1 à A. Donc, je lis le A, je le mets dans A2. Ensuite, j'ajoute un 1 et je sauvegarde le A2. D'accord? Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Si j'exécute O3 suivi de O4, A égale 10 au départ. Donc, 10, je termine O3, j'aurai 20 dans A2, dans A. Ensuite, j'exécute O4, j'aurai 21. Mais si je commence par O4, donc je termine par A égale 21 si j'exécute O3 suivi de O4. Si j'exécute O4 suivi de O3, donc je vais faire O4, donc A égale 10 au départ, A égale 10, plus 1, on va avoir 11 dans A. J'exécute ensuite O3, 11, je lui fais x2, j'aurai 22. Donc, O3 suivi de O4 donne 21, O4 suivi de O3 donne 22, pour la même valeur initiale A égale 10. Et donc, O3 et O4 ne sont pas permutables. Alors, remarquez, voyez ça, cette remarque. On vous dit deux opérations qui travaillent sur deux granules différents sont permutables. Parce que si, par exemple, supposons que ici, O3 travaille sur A et O4 travaille sur B, O3 et O4 seront permutables parce qu'elles ne travaillent pas sur le même objet. Si deux opérations traitent sur deux objets différents, je peux les permuter sans problème parce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux opérations. D'accord? Donc, deux opérations qui travaillent sur deux granules différents sont permutables. C'est clair? Le contraire de permutable, c'est le conflictuel, deux opérations conflictuelles. Deux opérations sont en conflit, elles travaillent sur deux objets. Donc, c'est deux opérations de deux transactions différentes qui sont en conflit parce qu'elles opèrent sur le même granule, le même élément de la base de données. Et quand est-ce qu'elles sont en conflit? Si au moins l'une des opérations est une opération d'écriture. On a au moins une opération d'écriture. Parce que si c'est des lectures, il n'y a pas de problème. Alors, voyez par exemple ici, si vous avez T1 et T2, on travaille sur l'élément X, le granule X. T1 fait lire X, T2 fait lire X. Ici, il n'y a pas de conflit. Je fais lire X par T1 suivi de lire X par T2. Ou bien j'inverse, lire X par T2, lire X par T1. Il n'y a pas de conflit parce que les deux, c'est des lectures. D'accord? Donc, ici, ce n'est pas un problème. On peut les permuter sans problème. C'est des lectures. Par contre, s'il y a une écriture, si je fais écrire X par T1, suivi de écrire X par T2. Ici, il y a un conflit. Si on fait les deux écritures en même temps. Ou bien une écriture suivie d'une lecture. C'est-à-dire, T1 veut faire une écriture, T2 veut faire une lecture. C'est des opérations en conflit. D'accord? Elles ne sont pas permutables. Si je fais une lecture, T1 fait une lecture, T2 fait une écriture, c'est la même chose. Donc, quand est-ce qu'on a un conflit? C'est quand on a au moins une opération d'écriture. C'est-à-dire soit une écriture, une lecture, ou bien écriture, écriture. Donc, c'est les trois cas possibles. D'accord? Et quand on a des opérations qui sont en conflit, on vous dit qu'il y a obligation de précédence de T1 par rapport à T2. Ça veut dire que si deux opérations sont en conflit, ça veut dire que je ne peux pas les permuter. Et puisque je ne peux pas les permuter, ça veut dire que je suis obligé que la première doit être exécutée avant la deuxième. Donc, on a une obligation de précédence. Je dois faire précéder une par l'autre. Est-ce que vous avez compris cette remarque? L'obligation de précédence, parce que je ne peux pas les permuter. D'accord?
Donc, si dans mon ordonnancement, j'ai T1 qui fait une lecture, d'accord, et T2 qui fait une écriture, j'ai la lecture qui vient avant l'écriture, ça veut dire que là, je suis obligée d'exécuter la lecture de T1 avant l'écriture de T2 dans cet ordonnancement. Je ne peux pas les permuter, d'accord, parce qu'il y a un conflit. Alors, comment on note la précédence? Si on a une précédence de TI par TJ, on écrit TI inférieur à TJ, c'est-à-dire c'est une notation, comment on note la précédence entre deux transactions. Alors, on dit que T1, il y a précédence de T1 par TJ dans une exécution E, si et seulement si, si et seulement si deux opérations, il existe deux opérations non permutables, OI et OJ, telles que OI est exécuté par TI avant OJ par TJ. D'accord? C'est-à-dire, vous avez deux opérations qui ne sont pas permutables, qui sont conflictuelles, OI de TI, OJ de TJ. Si OI vient avant OJ, ça veut dire que TI doit être exécuté, elle précède TJ. D'accord? On va garder ça, c'est ce qu'on va tenir compte de ça dans les ordonnancements. Quand on fait les ordonnancements. Si on arrive à transformer une exécution, un ordonnancement concurrent, une exécution concurrente, on permute les différentes opérations permutables, on peut arriver à la fin à une exécution série, on dit que l'ordonnancement, il est sérialisable. Bon, on termine ce point avant de terminer la séance. Donc, si j'ai par exemple ici un ordonnancement O de T1, T2, remarquez cet ordonnancement. T1 qui fait A1, A plus 1, et je l'écris dans A. T2 qui fait A fois 2, il l'écrit dans A. Donc, T1 et T2 travaillent c'est des écritures sur le A. Et T1 fait B1, B plus 1 dans B. T2 fait B fois 2 dans B. D'accord? Donc, ça, c'est un ordonnancement concurrent, puisque j'ai T1, une opération de T1, suivie d'une opération de T2, suivie d'une opération de T1, suivie d'une opération de T2. Alors, vous remarquez que les deux premières opérations sont conflictuelles. Ici, T1, cette opération travaille sur A, cette opération de T1 qui travaille sur A, cette opération de T2 qui travaille sur A. Donc, c'est des deux opérations qui écrivent, c'est des écritures sur le même granule, sur le même élément. Donc, elles sont conflictuelles. Je ne peux pas les permuter. Mais si vous remarquez la deuxième et la troisième, la même chose entre la troisième et la quatrième. Elles sont conflictuelles. Elles travaillent sur B, c'est T1 qui travaille sur B. Et là, c'est une opération de T2 qui travaille sur B. Et donc, je ne peux pas les permuter. Ici, elles sont conflictuelles. Par contre, si vous remarquez la deuxième et la troisième, la deuxième, c'est T2 qui travaille sur le A. Et la troisième, c'est T1 qui travaille sur le B. On remarque que c'est deux granules différents. On a dit que deux opérations qui travaillent sur deux granules différents sont permutables. Donc là, je peux permuter ces deux opérations. D'accord? Si je les permute, j'aurai quoi? Voilà, je vais permuter ces deux opérations. Je vais permuter ces deux opérations. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens les opérations de T1 suivies des opérations de T2. C'est équivalent à T1, T2. Et donc, on va dire que cet ordonnancement, il est sérialisable parce qu'il est équivalent à l'ordonnancement T1, T2, à un ordonnancement séquentiel. D'accord? Donc, cet ordonnancement, il est sérialisable. Ça veut dire qu'il va donner, quand on va l'exécuter, il va toujours donner la même chose que T1 suivi de T2. D'accord? Donc, pour implanter ce critère, pour avoir toujours des ordonnancements sérialisables, il y a des protocoles de verrouillage qui existent, d'accord, qui
qu'on va utiliser et qui vont, c'est-à-dire quand on exécute les ordonnancements concurrents en appliquant le protocole de verrouillage, qu'est-ce qui va se passer? On aura toujours des exécutions sérialisables. Donc, on verra après, donc la prochaine fois, dans le prochain cours, on verra les protocoles de verrouillage et comment on les applique comment les appliquer pour avoir des ordonnancements sérialisables. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui? madame, ce protocole-là de verrouillage, madame, il y a des cas où ça ne marche pas parce que vous avez écrit, mais pas toutes les exécutions sérialisables. Il y a des cas qui ne marchent pas, ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, par exemple, peut-être on aurait des cas où on peut pas appliquer ce protocole. Oui, on verra. C'est-à-dire, on verra après, de toute façon, des fois, le protocole de verrouillage, on verra où, des fois, il peut générer un blocage. On verra après, quand on va définir ce que c'est que le protocole HADEC, et on va l'appliquer sur des ordonnancements, et on va voir quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça ne marche pas, etc. D'accord? Ça, on le verra dans le cours prochain, Inch'Allah. D'accord? C'est bon? Vous avez Oui, d'autres merci. questions? Merci. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions? C'est bon, on s'arrête. Je vais faire une pause d'une demi-heure et on reprendra pour faire le TD sur le PLSQL. D'accord? Donc, une demi-heure et on reprendra. Madame, D'accord? Oui? madame, est-ce que vous pouvez nous envoyer la série maintenant? D'accord, je vais vous l'envoyer. Parce que je ne l'ai pas complètement... Enfin, j'ai changé des choses, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, je vais essayer de vous l'envoyer maintenant. D'accord. OK. D'accord, merci, madame. OK. Alors, je vous remercie. À tout à l'heure, dans une demi-heure. Je garde cette... Non, pour ne pas avoir le problème de la dernière fois, je vais fermer cette session. D'accord? Je vais fermer cette session et je vais vous envoyer le mail juste avant le TD pour le... D'accord? Parce que la dernière fois, j'ai eu une coupure au milieu. D'accord? Très bien. Donc, je ferme ensuite, dans une demi-heure, on reprendra.